Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission constituée Carol Week News. Comme toutes les semaines, il est bien vrai que nous avons énormément soutenu la présidentielle gabonaise qui est achevée, c'est terminé, voilà. Nous allons parler aujourd'hui du Togo. Ensuite, nous parlerons aussi du Rwanda, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, du Tchad et aussi de l'Ouzbékistan. Et le Congo seront à l'honneur dans cette émission Constieka All Week News. Tout en vous remerciant de rester chez vous et de regarder ce programme diffusé sur nos deux chaînes, à savoir CNN TV et C-Web Info, retenez une seule chose, rien que de l'information vraie est diffusée sur nos médias. Je suis Constieka. Tout de suite, le Cameroun. Ce très beau pays, comme vous regardez ce pays, cette carte qui vous présente le Cameroun. Dans ce pays, le Cameroun, situé en Afrique centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale, en sigle la BEAC, met en circulation une nouvelle gamme de pièces de monnaie type 2024. Reportage Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek. Le 2 avril 2025, en visioconférence et simultanément dans les 6 pays membres de la CEMAC, la Banque des États de l'Afrique centrale a officiellement lancé une nouvelle série de pièces de monnaie appelée Type 2024 sous la direction du gouverneur de la BEAC, M. Ivan Sana Bangui. Cette démarche a pour objectif de moderniser et de consolider l'usage des pièces de monnaie dans les 6 pays de la CEMAC où les pièces devenaient de plus en plus rares. En guise d'innovation, cette nouvelle gamme de monnaie se démarque par l'introduction d'une dénomination de 200 francs CFA, répondant aux attentes des consommateurs et rendant les transactions en pièces de monnaie encore plus aisées. La nouvelle collection de pièces de monnaie type 2024, actuellement en circulation dans tous les pays de la CEMAC, se compose de 9 dénominations distinctes, à savoir la pièce de 1 franc, 2 francs CFA, 5 francs CFA, 10 francs CFA, 25 francs CFA, 50 francs CFA, 100 francs CFA, 200 francs CFA et 500 francs CFA. La Banque centrale met en avant le fait que les nouvelles pièces de monnaie mises en circulation se distinguent par leur sécurité accrue, leur caractère écologique et leur design distinctif. Les nouvelles pièces de monnaie sont fabriquées à base de métaux résistants et respectueux de l'environnement. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale a mis en avant l'engagement de l'institution à lutter contre la pénurie de pièces de monnaie sur le marché, causée par leur exportation et leur utilisation à des fins non monétaires. La pièce de 100 francs et 500 francs, il manque une pièce de référence intermédiaire. Nous avons fait donc le choix d'introduire la pièce de 200 francs. Ceci pour répondre aux besoins des utilisateurs, des consommateurs, dans les transactions courantes. La Banque centrale est engagée à injecter massivement à l'horizon 30 et ce, annuellement, les pièces de monnaie. Nous le ferons pour 500 millions de pièces d'ici décembre. Chaque année, nous allons injecter 500 millions pour atteindre 3 milliards en 2030. Ces pièces se distinguent des gammes antérieures grâce à la conception d'un format particulier, avec des ponces sur les pièces de 50 francs CFA et 100 francs CFA, renforçant ainsi leur protection contre les utilisations illégales. Ils permettent également de notre mise en valeur à travers cette gamme de pièces de monnaie, de la promotion de la femme, la protection de l'environnement, l'éducation et bien d'autres thèmes. Les pièces de la nouvelle gamme vont circuler conjointement avec celles de l'ancienne gamme sur le marché. Nous allons beaucoup parler de la Côte d'Ivoire dans ce programme. Nous quittons le Cameroun justement pour ce pays que vous regardez, la Côte d'Ivoire, un pays riche, un pays d'agriculture et surtout un pays qui a des potentialités et un chef d'État émérite à la tête de ce pays, à savoir son Excellence Alassane Ouattara. Nous restons en Côte d'Ivoire où l'information est dense.
En Côte d'Ivoire, une délégation du CDD a été reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, M. Robert Begré-Mambé. Ousmane Koulibaly, Gozor Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Eri Bikek. Avant le début des assises de la révision générale et conjointe sur les projets CDD prévus pour le lundi 7 avril 2025, M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre et chef du gouvernement, par ailleurs président du Conseil d'orientation et de suivi du projet CDD, a reçu la délégation française conduite par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Jean-Christophe Béliard. Le contrat de désendettement et de développement est un dispositif de transformation des dettes en projet de développement, une fusion de 3 contrats conjoints France-Côte d'Ivoire qui se déroule positivement depuis 2012. Avec la directrice Afrique de l'AFD, avec collègues du ministère des Affaires étrangères, avec une collègue du ministère des Finances, et nous avons même un député de l'Assemblée nationale française, M. Corentin Le Fur, qui est là pour se poser les mêmes questions que nous. En quoi le C2D, les 3 milliards d'euros du C2D, je crois 1800 milliards de francs CFA ont-ils été utiles au développement économique et social de la Côte d'Ivoire depuis que le C2D existe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire depuis 2012. L'examen global des projets CDD se déroulera sur 4 jours. Ce sera l'opportunité de réviser les prévisions de décaissement pour l'année 2025 et surtout d'établir le bilan financier des projets financés pour le 3e CDD. On reste toujours en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que l'information y est dense en Côte d'Ivoire. Doit-on considérer comme une débandade générale ce qui se fait dans le milieu politique en ce moment en Côte d'Ivoire? La jeunesse ivoirienne, par leurs actes posés, réaffirme leur gratitude au président Alassane Ouattara via leur politique et leur admiration de la conduite du parti de Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, en sigle RHDP. Tout a commencé comme un coup de tonnerre le 8 avril 2025. Une déclaration solennelle d'adhésion au RHDP d'un jeune cadre du PDCI. Reportage Ousmane Koulibaly, Marcel Bassolé, Constant Ricard. C'est le casino barrière de l'hôtel Sofitel d'Abidjan qui est le lieu choisi pour la circonstance inattendue dans le milieu politique ivoirien. Comme un séisme politique, l'information s'est répandue comme une traînée de poudre dès l'aube ce mardi matin 8 avril 2025. Les cadres du RHDP, avec en tête M. Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, M. Adié Silas Metch, membre du directoire RHDP, et l'homme au centre de cet événement, M. Jean-Yves Esso, inspecteur général du PDCI. En présence des éminents journalistes et hommes de médias parmi lesquels M. Alafé Ouakili, des médias nationaux et internationaux parmi lesquels CNN. M. Jean-Yves Esso, inspecteur général du PDCI, éminent ingénieur en pharmacotechnie industrielle, qui fait une mise au point avant sa prise officielle de parole. Il est important que, avant même de vous saluer et vous remercier pour votre présence, que je fasse une petite mise au point qui est très importante. J'ai un grand frère que j'apprécie énormément, qui a exactement le même patronyme que moi, qui s'appelle Jean-Yves Esso Gourimel. C'est lui qui est commissaire de justice, c'est lui maître Jean-Yves Esso. Voilà, moi je ne suis pas avocat, je suis ingénieur en pharmacotechnie industrielle, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les médicaments. C'est alors que l'information tant attendue est déclarée en Mondovision par l'intéressé himself. Je suis heureux d'avoir fait cette démarche, de découvrir de l'intérieur la grande famille politique du RHDP. Pour le peu que j'en ai vu, en une dizaine de jours, c'est un cadre accueillant, une vision claire, un engagement pour le développement de notre nation. Je suis fier de rejoindre cette dynamique et j'invite tous les jeunes cadres animés par l'ambition du progrès à me rejoindre en masse. Actuel président de la génération des Ndjourma dans le Leboutou. Cependant, la politique est avant tout une quête de solutions pour le bien-être de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que j'ai mené une profonde réflexion
sur l'avenir du pays et sur les moyens de garantir une stabilité durable et un développement inclusif. Le RHDP, sous la conduite du président Alassane Ouattara et de son équipe, a su démontrer une capacité de gestion, une vision pragmatique, ce mot est important, et des résultats concrets qui ne peuvent être ignorés par personne, même si on est le dernier des opposants. Que ce soit en matière d'infrastructures, d'éducation, de santé ou de cohésion sociale, les progrès sont tangibles. Nul n'étant parfait, il est impératif de soutenir cette dynamique en donnant de son temps, de sa disponibilité, pour continuer à bâtir une Côte d'Ivoire prospère et unie. Le président Alassane Ouattara est une figure emblématique du progrès et du développement en Côte d'Ivoire. Son leadership visionnaire a permis à notre nation de connaître une transformation remarquable sur les plans économiques, social et infrastructurels. Sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance économique soutenue, faisant du pays l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Grâce à des réformes audacieuses et à une gestion rigoureuse, il a su attirer des investissements majeurs, moderniser les infrastructures et améliorer le climat des affaires. En matière de développement social, il a mis en place des politiques ambitieuses pour renforcer l'éducation, la santé et l'accès aux services de base. Son engagement en faveur de la paix et de la stabilité a permis de consolider l'unité nationale et de faire de la Côte d'Ivoire un exemple de résilience et de prospérité en Afrique de l'Ouest. Son leadership, sa vision et son attachement au progrès font de lui un chef d'État respecté et admiré aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'échelle internationale. C'est donc en toute responsabilité que j'annonce ici aujourd'hui mon ralliement au RHDP. Des accolades se sont suivies et photos pour l'histoire. Et c'est ensuite que le secrétaire exécutif du RHDP, ministre-gouverneur, M. Cissé Bakongo, a pris la parole. Il a décidé, lui, sans moi, sans mes conseils, il a décidé de venir. Il lui a dit, mais dans ces conditions, bonne arrivée, je suis prêt à t'accompagner. Mesdames et messieurs, nous sommes tous témoins. Nous sommes tous témoins de ce qu'il a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra aller dire le contraire de ce qu'il a dit, ou qui pourra aller dire des choses qui n'ont pas été dites dans cette salle. Monsieur Jean-Yves Esso, ancien inspecteur général du PDCI, est une valeur sûre qui s'ajoute dans la grande famille du RHDP. C'est alors qu'à la fin de ce moment exceptionnel et historique dans le milieu politique ivoirien, au micro de CNN, un cadre du RHDP et monsieur Jean-Yves Esso du RHDP se sont exprimés. Aujourd'hui, nous sommes bien heureux que Jean-Yves Esso vienne nous rejoindre dans le camp du travail, dans le camp de la prospérité pour les Ivoiriens et dans le camp de la paix et de la sécurité. Je suis un homme d'action et j'ai besoin d'être utile. Alors j'ai estimé que pendant un certain temps, je me suis senti un petit peu inutile au sein de mon ancienne famille politique. Et j'ai constaté qu'il y avait quelques carences au niveau de la communication politique, qui est le nerf de la guerre quand on veut reconquérir un pouvoir. Et le pouvoir que le PDCI veut reconquérir, c'est un pouvoir qui est là depuis 15 ans. Donc j'ai estimé que non seulement cette communication, pour ma part, était carente, mais elle était quasiment inexistante. C'est ce qui m'a poussé à conclure que pour octobre 2025, ça allait être difficile pour le PDCI de reconquérir le pouvoir. Voilà des défections qui se font de ce grand parti, le PDCI-RDA, pour un parti leader en Côte d'Ivoire, le RHDP, le parti présidé par son Excellence Alassane Ouattara, avec un secrétaire exécutif qui est toujours à l'affût de ce qui se fait le mieux
En Côte d'Ivoire, à savoir, M. Cissé Bakongo, ministre-gouverneur et surtout secrétaire exécutif du RHDP. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve juste après la réclame. Le Conseil de ministres, le président de la République y tient, c'est de regarder si chacun suit carrément sa feuille de route. Et en Côte d'Ivoire, les choses se passent bien, n'en déplaise à certains. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a eu lieu mercredi 9 avril au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Reportage Ousmane Koulibaly, Marcel Bassolé, Constant Icard. C'est à 10h, le mercredi 9 avril, que les membres du gouvernement Robert Begré-Mambé sont arrivés au palais présidentiel pour le Conseil des ministres présidé par son Excellence le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'entrée du secrétaire général, Madame Masséré Touré-Koné, atteste que tout est prêt. Et c'est alors que le vice-président de la République, son Excellence, Monsieur Tiemokomele Koné, et le Premier ministre, Monsieur Robert Begré-Mambé, précèdent l'arrivée du chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui, comme à l'accoutumée, décrispe l'atmosphère par des petites phrases à chacun des ministres. La nation est passée au crible, tous les secteurs revisités pour une bonne marche de la République et le bonheur des populations. Puis vint l'instant attendu par la presse nationale et internationale, en présence de l'équipe de CNN TV. Le point de presse du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Monsieur Amadou Koulibaly, qui révèle à la grande famille de la presse que le Conseil a porté sur 15 points, dont 12 mesures générales, 2 projets de loi, 10 projets de décret, 2 mesures individuelles et une communication. Au sujet des projets de loi. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la biologie médicale. Ce projet de loi vise à adapter l'exercice de la biologie médicale aux exigences nouvelles de la réforme hospitalière initiée par le gouvernement. Au titre du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire qui fixe le cadre général de la politique de développement de la dite économie dans notre pays. Au sujet des projets de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine des Ivoiriens et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 30 500 000 €, soit un peu plus de 20 milliards de francs CFA, conclu le 13 février 2025 entre la Banque africaine de développement, la BAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme d'appui à la transformation économique à la gouvernance inclusive, phase 1. Le deuxième décret porte quant à lui sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 126 320 000 €, soit un peu plus de 82 milliards donc, de nos francs, 82 800 millions de nos francs, conclu le 13 février 2025 entre le Fonds africain de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'amélioration des compétences de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune. Le troisième décret est relatif à la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 11 millions d'unités compte, soit un peu plus de 9 milliards de nos francs, conclu le 13 février 2025 entre le Fonds africain de développement et la République de Côte d'Ivoire relatif au financement du projet d'amélioration des compétences de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets, dont 4 portent sur la déclaration d'utilité publique des parcelles destinées respectivement
à la construction de l'imprimerie nationale d'une superficie de 2 hectares 41 arts et 68 centiares, 6 à 8 Landsville dans la commune d'Abidjan. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant autorisation de cession du terrain 6 à Abidjan Cocody Riviera 2 Golf d'une superficie de 1357 mètres carrés, immatriculé sous le numéro 113 611 dans le livre de la circonscription foncière de Bingerville-Riviera, lot numéro 140 et 141, îlot 12, appartenant à la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, en abrégé BHCI. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les conditions d'organisation de la surveillance dosimétrique externe des travailleurs directement exposés au rayonnement ionisant. Au sujet des mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Par ce décret, le Conseil a donné son accord en vue du renouvellement du mandat de M. Alex-Pierre Arnaud Assanvo en qualité de secrétaire exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana avec résidence à Accra, au Ghana, pour une durée de 4 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Oliveira Francisco Joaquim Ancorje en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Au sujet de la communication. Au titre du ministère des Finances et du Budget. Au titre donc de ce ministère, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation des marchés publics au titre de la gestion 2024. Comme spécifié par le porte-parole, aucune question n'a été posée sur le Conseil. Par contre, sur l'actualité, avec des réponses du ministre à la satisfaction de la presse nationale et internationale. Le prochain Conseil des ministres a été annoncé pour le 23 avril 2025. Toujours en Côte d'Ivoire, doit-on se dire qu'aujourd'hui, certains regardent, même les sourds et les muets, regardent et entendent ce qui se dit quand un président parle peu et agit pour le bonheur, peut-être pour ceux qui ne voient pas les faits maintenant et le comprendront plus tard. L'émergence, la poussée de la Côte d'Ivoire vers un devenir meilleur. Et cela se ressent par ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des défections, des cadors dans des partis pour rejoindre le RHDP. Et les actes du président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, ses actions, bien sûr, pour le bien-être des Ivoiriens, ces actes qui sont posés au quotidien par les membres du RHDP, tous ceux qui sont membres du grand parti de Côte d'Ivoire, leader en Côte d'Ivoire, d'autres jeunes cadors du PDCI et d'autres figures emblématiques ont claqué eux aussi la porte le jeudi 10 avril 2025 pour adhérer à la grande famille du RHDP. À se demander, que se passe-t-il? Une seule réponse, l'effet Alassane Ouattara. Et vous verrez, ceux qui sont partis du PDCI pour le RHDP ne se braquent sur aucune question posée. Le casino barrière de l'hôtel Sofitel a été pris d'assaut et les nouveaux adhérents du RHDP n'ont reculé devant aucune question posée par la presse nationale et internationale avec la présence de CNN. Reportage Ousmane Koulibaly, Marcel Bassolé, Constant Ika.
Le Sofitel Hôtel Ivoire, le matin du jeudi 11 avril 2025, du côté du Casino Barrière, a été l'endroit choisi pour un second événement de taille. L'infatigable secrétaire exécutif du RHDP, le ministre-gouverneur M. Cissé Bakongo, avec à ses côtés M. Claude Sailly, secrétaire exécutif adjoint, et d'autres cadres du RHDP étaient là pour assister à cet événement historique, à savoir 2 autres nouveaux cadors de la politique en Côte d'Ivoire qui ont décidé de quitter volontairement par amour pour notre pays, la Côte d'Ivoire, leur parti d'origine, le PDCI-RDA, pour le RHDP. Ceci face à la presse nationale et internationale. CNN, la télévision internationale présente pour l'histoire, a entériné ce moment inoubliable qui participe au couronnement de la politique de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de son parti, le RHDP. En présence de M. Claude Sailly, secrétaire exécutif adjoint chargé des relations extérieures, de la communication et de la propagande du RHDP, et les nouveaux adhérents, tous dans un esprit de famille face à la presse, militants, amis et sympathisants présents. Seuls ceux qui sont animés de très bonne volonté et qui partagent la même vision que le président rejoignent le RHDP. Le mardi, dans cette même salle, c'était au tour de M. Jean-Yves Esso, ancien inspecteur du PDCI, aujourd'hui militant du RHDP. Il faisait partie des plus grands propagandistes du PDCI. Il s'était très vite rendu compte que, pour utiliser une expression que nous avons ici au RHDP, la route n'était pas bonne. En toute responsabilité, Jean-Yves Esso a donc accepté de rejoindre les rangs du RHDP dans cette même salle, et cela avait été fait sous la houlette de M. le ministre, secrétaire exécutif du RHDP, le ministre Bakongo. 2 jours plus tard, ce sont donc 2 hautes personnalités du PDCI, des élus, qui nous convoquent ici dans cette salle pour faire une annonce, une déclaration. On voudrait donc, au nom du secrétaire exécutif, leur dire merci. C'est alors qu'au nom des 2 nouveaux membres du RHDP, M. Aka Anodjo, deuxième adjoint au maire de Port-Bouët, membre du bureau politique du PDCI-RDA, a pris la parole au nom aussi de M. Youssouf Balogun, conseiller municipal de Port-Bouët, pour officialiser leur adhésion au RHDP. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, je constate que l'équipe dirigeante actuelle du PDCI n'a pas la capacité de maintenir le pays au stade de développement où le président Alassane Ouattara l'a hissé. J'en veux pour preuve les nombreuses réalisations qui placent l'humain au cœur de sa gouvernance. Homme d'État dévoué pour la cause nationale, montrant chaque jour son engagement et sa détermination à servir ses concitoyens et ses concitoyennes, le président de la République de Côte d'Ivoire, président du RHDP, est extrêmement conscient qu'il est la clé de voûte de l'unité nationale. Il s'est demeuré ferme pour protéger l'état de droit et assurer l'épanouissement de ses concitoyens et concitoyennes. C'est un bâtisseur infatigable car il ne ménage aucun effort pour faire avancer la Côte d'Ivoire dans tous les domaines de la vie de la nation ivoirienne. Le résultat visible et palpable de ce développement prodigieux fait rêver tous les ressortissants des pays européens et africains qui la visitent ou qui l'ont visité lors de la dernière CAN 2023. Monsieur le secrétaire exécutif du RHDP, Mesdames et Messieurs les personnalités du RHDP, chers amis et connaissances, chers amis de la presse, nous avons l'honneur de déclarer solennellement en ces lieux notre adhésion au RHDP. Nous nous joignons à la majorité des Ivoiriens qui partagent les idéaux du RHDP, le plus grand et le mieux structuré des partis politiques de Côte d'Ivoire, pour dire 1000 fois merci à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire,
et président du RHDP pour tout le travail effectué de 2011 à 2025. En conclusion, chers amis de la presse, chère population de Côte d'Ivoire, comme nous l'avons dit plus haut, c'est d'une part, fort du bilan inattaquable du président Alassane Ouattara et du RHDP, et d'autre part, de l'incapacité de l'équipe dirigeante actuelle du PDCI-RDA à entretenir la cohésion en son sein, à plus forte raison espérer conquérir le pouvoir d'État et maintenir le niveau de développement actuel de notre pays, que nous réaffirmons notre adhésion au RHDP. C'est ensuite qu'il a tenu à répondre sans hésitation aux questions les plus acerbes de la presse nationale et internationale. J'ai comme l'impression, d'après votre question, que tous les partis sont des restaurants. Alors, si tous les partis sont des restaurants, moi, je préfère venir dans un restaurant où on peut manger du riz, où on peut manger à locaux, où on peut manger des plats ivoiriens, que d'être dans un restaurant où on ne mange que du tchèp. C'est ensuite que le ministre-gouverneur, secrétaire exécutif du RHDP, M. Cissé Bakongo, s'est exprimé. Ils ont voulu que nous soyons là. Nous sommes là comme témoins. Je voudrais donc vous remercier d'avoir accepté d'être ici ce matin pour être les témoins de ce qu'ils viennent de nous dire, de ce que nous venons d'entendre. Les deux nouveaux membres ont reçu des documents faisant d'eux des militants RHDP, devront mieux connaître les règles de ce nouveau parti et les attributs du RHDP, à savoir 2 écharpes, des pagnes à l'effigie de leur nouveau parti. Que dire? Monsieur Aka Anodjo, deuxième adjoint au maire de Port-Boué, désormais ancien membre du bureau politique du PDCI RDA, et M. Youssouf Bologoun, conseiller municipal de Port-Boué, ancien cadre du PDCI RDA, sont à compter du 10 avril 2025 militants et membres de la grande famille du RHDP. Ils en ont eu marre de manger du tchèp. L'équipe de CNN a recueilli pour vous quelques impressions. Cette cérémonie est une cérémonie de déclaration de notre adhésion au RHDP. Comme vous le savez tous, nous avons expliqué tout à l'heure les 2 grandes raisons pour lesquelles nous avons décidé de venir au RHDP. Voilà. Alors, nous sommes heureux de la façon dont nous avons été accueillis au RHDP. Et ce que nous retenons de cette cérémonie, c'est que tous ceux qui étaient présents étaient vraiment heureux que nous participons, que nous décidions de venir au RHDP. Pour les prochaines personnes, en tout cas, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui estiment que le président Alassane Ouattara a fait un travail formidable et qu'il faut venir lui dire merci en octobre, le 25 octobre 2025. Nous les appelons donc à rejoindre le RHDP parce que c'est là qu'on peut porter le président de la République. Pas pour le lire, mais pour lui dire merci, le 25 octobre 2025. Nous venons d'assister à une cérémonie d'adhésion du cadre de Port-Boué à notre grande formation politique. Il faut dire que c'est un sentiment de fierté, de joie, parce que nous comprenons chaque jour qui avance vers les élections présidentielles que notre formation politique est la meilleure offre politique en ce moment en Côte d'Ivoire. Et ça continue de drainer du monde dans notre famille politique, donc c'est un plaisir pour nous. Nous disons à tout le monde que la maison du RHDP est grandement ouverte et que chacun a sa place et chacun devra venir prendre sa place dans cette marche, dans cette longue marche vers le développement que le président a lancé depuis son accession au pouvoir. Et nous serons heureux de recevoir tout le monde pour qu'ensemble nous puissions soutenir et dire merci au président de la République pour tous ces efforts consentis pour la nation ivoirienne, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je suis tellement heureuse ce matin que les mots me manquent un peu. Juste dire félicitations à M. Aka. Je lui dis vraiment merci. Merci d'avoir compris la vérité. En toute chose, on peut se tromper, mais au moment opportun, quand on voit la vérité et qu'il est temps de l'affronter, je pense que c'est une très bonne décision. Vraiment, je lui dis merci. Je dis merci au président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Je dis merci
au secrétaire exécutif, M. Ibrahim Cissé Bakongo. Je dis merci à tous les coordonnateurs de Port-Boué, à tous mes patrons de Port-Boué. Toujours en Côte d'Ivoire, on peut dire simplement que la jeunesse a décidé de prendre son destin en main. Il est ambassadeur de la Côte d'Ivoire, détaché au Tchad, en Centrafrique et en République du Cameroun. À peine a-t-il présenté ses lettres de créance au président Paul Biya, il y a 3 mois, à savoir le 22 novembre, qu'il a organisé et monté un forum de coopération bilatérale en Côte d'Ivoire. Lui, c'est l'ambassadeur Philbert Kwasi Gleglo. S'il est vrai que l'initiative louable de cet ambassadeur, jeune, brillant, installé désormais au Cameroun et couvrant le Tchad, la Centrafrique et le Cameroun, d'avoir initié un forum de coopération bilatérale du secteur public, secteur privé les 9, 10 et 11 avril à Abidjan. Succès total, présidé par le ministre des Ressources animales et halieutiques de la République de Côte d'Ivoire, Sidi Tiemoko Touré. Nous allons tout de suite du côté du Palais de la Culture où s'est tenu ce grand forum. Reportage Adams, ministre des Affaires étrangères, Ousmane Koulibaly, Marcel Bassolé et Constant Ika. C'est le Palais de la Culture qui a abrité l'initiative louable du Forum de coopération économique bilatérale, secteur public, secteur privé, qui aura réuni le Gotha économique et politique détaché pour cet événement par les différents pays concernés, premier du genre en Afrique, émanant de l'idée de son Excellence Albert Kwasi Gleglo, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Tchad, de la Centrafrique et du Cameroun, avec résidence à Yaoundé au Cameroun, qui, à peine 3 mois de sa remise de lettre de créance à son Excellence Paul Biya, a tenu à respecter sa feuille de route, à lui être dictée par son Excellence Alassane Ouattara. Ce forum, dont l'expression envolée en clôture par l'artiste Bomo Mamadou a été un franc succès. À l'ouverture officielle du 10 avril, présentée par le roi de la télé, était présidé par le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Commençons par vous présenter les différents États concernés par ce forum. Renforcer la coopération bilatérale entre la République de Côte d'Ivoire et les États amis du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad, tel est l'objectif principal réunissant du 9 au 11 avril 2025 les experts de ces 4 nations en terre ivoirienne. Dans un monde marqué par une perpétuelle quête de coopération économique bilatérale renforcée, leurs excellences, messieurs Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Paul Biya, président de la République du Cameroun, Faustin Archange Touadéra, président de la République de la Centrafrique, et Mahamat Idriss Déby, président de la République du Tchad, en ont fait un vœu cher. Dans une vision commune pour les présidents de ces républiques sœurs, le développement des partenariats publics-privés apparaît comme un levier clé pour booster la croissance économique, l'investissement et l'innovation de leurs nations respectives. Depuis sa prise de fonction, son Excellence M. Alassane Ouattara a fait de la diplomatie économique son leitmotiv, une politique qui a permis de relever les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, estimés en 2024 à 73,9 milliards de francs CFA contre 53,212 milliards de francs CFA en 2023 pour ces 2 pays, ayant établi leurs relations diplomatiques le 3 septembre 1962. Il en est de même avec le Tchad, dont les échanges sont passés de 8 milliards de francs CFA en 2022 contre 6,6 milliards de francs CFA en 2021, essentiellement générés par les exportations ivoiriennes vers le Tchad. Ces 2 nations ayant établi leurs relations diplomatiques le 15 novembre 1977. Avec la République de la Centrafrique, la Côte d'Ivoire a enregistré une baisse des échanges qui était à 3,042 milliards de francs CFA en 2018 contre 3,334 milliards de francs CFA en 2017. Ces 2 pays amis ayant établi leurs relations diplomatiques le 7 décembre 1973. L'État de Côte d'Ivoire a signé différents accords de coopération bilatérale avec ces pays amis. Ainsi, dans le cadre de la redynamisation de cette coopération bilatérale, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de Côte d'Ivoire, à travers son ambassade près les républiques du Cameroun,
du Tchad et de la Centrafrique a décidé l'organisation de cette première édition du Forum de coopération économique d'Abidjan dans le souci d'accompagner les actions de développement économique et d'informer les acteurs de sa circonscription diplomatique des opportunités d'affaires et des partenariats qui pourraient être établis entre eux à travers des panels, des tables rondes, des ateliers thématiques, des rencontres B2B et des networking. Vous savez que dans la sous-région ici et sur même le continent, les atouts de la Côte d'Ivoire sont indéniables. Il y a la paix, cette paix qui est préalable au développement et qui est préalable à l'arrivée des investissements que nous souhaitons massifs. Mais il y a également le cadre macroéconomique qui, sous la direction éclairée du président Alassane Ouattara, ne cesse de se solidifier. Nous avons également un code des investissements parmi les meilleurs sur le continent, les meilleurs des endroits où il faut investir. Bienvenue tous en Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Monsieur Sidi Thiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Monsieur Sidi Thiemoko Touré. Sur vos applaudissements, vous voyez, il est aussi jeune, je vous l'ai dit. Ce forum marque une étape importante dans le renforcement des relations économiques et diplomatiques de la Côte d'Ivoire avec ces différentes républiques. Je voudrais donc au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et du gouvernement ivoirien, souhaiter la cordiale bienvenue en terre ivoirienne à tous nos illustres invités venant de ces différents pays de l'Afrique centrale. Ce forum de coopération entre nos nations est plus qu'un échange commercial ou diplomatique. Il est aussi un symbole de solidarité, d'innovation et de prospérité partagée. Ces assises vont dans la droite ligne du renforcement de la coopération bilatérale entre la République de Côte d'Ivoire et les républiques du Cameroun et de la Centrafrique, ainsi que du Tchad, un vœu très cher à leurs excellences M. Alassane Ouattara, Paul Biya, Faustin Archange Touadéra et Mahamat Idriss Déby. À peine 3 mois de sa remise de lettre de créance au président Paul Biya de la République du Cameroun, son excellence ambassadeur de Côte d'Ivoire a réussi une prouesse inoubliable. Comme il est d'usage, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, m'a remis ma lettre de cadrage et ma feuille de route dans laquelle, justement, il me demandait, sans délai, de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays d'Afrique centrale de ma circonscription. C'est ce que nous avons essayé de faire, bien sûr, avec son précieux et habituel soutien, le soutien du gouvernement ivoirien, mais aussi le soutien des gouvernements dans lesquels je suis accrédité, c'est-à-dire le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Et nous avons mobilisé tout le monde, le gouvernement, les entreprises, et aussi avec le soutien de vos confrères de la presse. Et cela également, je ne pourrais pas omettre les ambassades de ces pays en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est avec le soutien de tout ce beau monde que nous avons pu réaliser cet objectif, c'est-à-dire mettre en œuvre les instructions du président Alassane Ouattara, qui me rappelait que les pays de ma circonscription avaient un réel potentiel et qu'il avait des relations personnelles avec ses homologues. Et également, j'ai voulu surfer, capitaliser l'incroyable élan d'amitié et de fraternité qu'il y a entre les populations de ces différents pays. Ils étaient nombreux à féliciter cette belle initiative qui est à sa première édition. Ce type de forum nous rapproche de cet esprit. Je voudrais dire que il ne sert à rien ici de présenter à nouveau le potentiel de la République centrafricaine. Il suffit de taper sur Internet et vous vous apercevrez que vous aurez tous les chiffres. 15 millions de terres arables, je ne sais plus combien de milliers d'indices miniers. On a un potentiel comme la Côte d'Ivoire, comme le Tchad, comme le Cameroun, absolument merveilleux.
C'est bien ce potentiel que connaît son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et dont l'ambassadeur a tenu à mettre très vite en pratique dans l'exécution de sa feuille de route. Et nombreux ont répondu présents, hommes d'affaires, grands groupes et grandes institutions. Nous savons que le secteur pétrolier, surtout au Tchad, a modifié nos économies. Si le pétrole reste essentiel, nous devons absolument diversifier nos exportations et investir davantage dans la transformation locale de nos produits agricoles. Cela nous permettra de garantir une croissance durable et d'éviter les risques liés à la dépendance excessive. Nous sommes ici aujourd'hui grâce à l'initiative lancée par Monsieur l'ambassadeur, l'Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Cameroun, en RCA et au Tchad, qui vise à fédérer les énergies de nos différents États. Pourquoi? Parce que nous réalisons que nous avons du potentiel, mais un potentiel que nous ne mettons pas toujours à profit pour nos États. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons ici aujourd'hui, pour pouvoir faire de nos différents secteurs privés, tels que nos États les ont positionnés comme les moteurs de leur développement, de les accompagner en jouant le rôle de facilitateur. L'État joue le rôle de facilitateur en leur permettant de créer des partenariats entre les entreprises des différents États en fonction des avantages comparatifs que nous avons dans chaque État et permettre aussi un partenariat public-privé de manière à ce que nous puissions construire nos pays différents avec nos propres ressources. Le secteur public et le secteur privé ont bien compris cela. Leur présence dans les différents stands traduit l'attraction de ce forum de coopération économique bilatérale, secteur public, secteur privé. En parallèle, nous faisons également de la représentation commerciale pour la promotion des produits des entreprises qu'éventuellement on pourrait représenter au niveau du Tchad. Ils sont venus de part et d'autre, du Tchad, du Cameroun et de Centrafrique, et bien accueillis en Côte d'Ivoire. On est là parce qu'on est exposant. Donc moi j'évolue en Côte d'Ivoire depuis 6 ans. On est très content d'être là. Vraiment, on attend avec impatience la deuxième édition, la troisième, la quatrième et la 10e. Les jeunes entrepreneurs ont tous loué cette initiative de son Excellence, l'ambassadeur Philbert Kwasi-Gleglo, comme cette exposante venue de Centrafrique. Les groupes commerciaux africains sont tous attirés par le développement exponentiel de la Côte d'Ivoire et veulent y développer leurs activités économiques et même s'y installer. Je viens de la République centrafricaine, le manager commercial. Je représente la société Conco.fr que vous voyez derrière moi ici, en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici présents à ce forum pour participer à ce forum, pour parler de nos services. Nous sommes dans plusieurs domaines d'activité. Vous voyez ici, nous sommes dans le domaine d'équipement, rénovation, l'immobilier et transport, export. Et nous sommes là pour conquérir le marché ivoirien, chercher des partenariats gagnants-gagnants, sud-sud, et pourquoi pas s'installer en Côte d'Ivoire. Et vraiment, nous sommes très heureux d'être ici et pour ce brassage avec la communauté tchadienne, camerounaise et ivoirienne. Nous espérons avoir un résultat probant après ce forum. FAFECA, c'est une association de femmes entrepreneurs basée en Centrafrique, mais représentée en Côte d'Ivoire. Quant aux industriels camerounais, parmi lesquels des brasseurs, des groupes de produits avicoles et autres qui ont envahi les stands de ce forum de coopération. Ils ont préféré laisser l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire la lourde charge de s'exprimer en leur faveur. Nous voulons rendre un hommage appuyé au gouvernement de la Côte d'Ivoire, notamment le président de la République Alassane Ouattara, qui a accepté d'abriter le forum. Nous voulons également rendre un hommage appuyé au président Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui a validé cette initiative qui correspond parfaitement à sa vision, et aux deux autres présidents qui sont les présidents Touadéra de RCA et le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno,
qui partagent la même vision et qui ont validé l'initiative. Alors la seconde chose, c'est qu'il faut saluer également l'ambassadeur Philbert Kwasi, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, au Tchad en RCA, qui est à la vérité l'initiateur du projet. Les autres ambassadeurs que nous sommes, nous l'avons accompagné dans cette initiative. La troisième chose à dire, c'est que c'est la première fois qu'on voit les pays de la CEMAC unis avec un pays de l'UEMOA pour réfléchir ensemble sur les dynamiques nouvelles qui nous concernent tous, notamment la transformation de nos économies dans le contexte de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Donc il est question pour nous de mutualiser nos efforts, de créer des synergies qui visent à réduire les barrières tarifaires et non tarifaires et à créer un environnement économique favorable à la promotion, à l'émergence, à l'essor, à l'optimisation de toutes les dynamiques partenariales sur le plan économique. Donc nous sommes vraiment fiers de l'initiative qui a été prise. Nous sommes fiers des travaux qui ont été des échanges qui ont eu lieu des différents panels et notamment aussi des stands d'exposition, de l'engouement même que l'initiative a suscité de la part de nos opérateurs économiques. Nous souhaitons simplement que l'initiative se poursuive et soit même élargie. Ce forum, présidé par le ministre Sidi Timoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, a connu un franc succès. Une initiative de l'ambassadeur Philbert Kwasi Gleglo qui mérite de se répéter pour la 2e, 3e, 4e édition, etc. Voilà, quand un jeune brillant, ça s'appelle l'école Alassane Ouattara. Tous ont pour référence le président Alassane Ouattara. Il est ambassadeur détaché pour 4 pays et basé au Cameroun. Lui, c'est Philbert Kwasi Gleglo. Je vous retrouve juste après un petit clin d'œil à notre partenaire officiel, l'UIL. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Après ce clin d'œil à l'UIL, nous allons dans le pays des hommes intègres, à savoir le Burkina Faso. Ce pays qui est proche de la Côte d'Ivoire et qui partage des us et coutumes avec ce pays, la Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, le lundi 7 avril, première session ordinaire de l'année 2025 du Conseil présidentiel du Burkina Faso. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gozori Char, Eric Bikek, Séverin Tchatchoua. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le lundi 7 avril 2025 la première session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du Bureau national des grands projets du Burkina. Cette première session a été une occasion pour les membres du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi de passer en revue le dispositif du programme de partenariat public-privé pour le financement de différents secteurs afin de booster le développement économique et social du pays. Dès l'entame des travaux, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné des orientations claires et les lignes directrices devant désormais guider le financement des différents projets en partenariat public-privé au Burkina Faso et entend réduire au maximum les endettements, évoquant plutôt une notion de dette efficace. Éviter autant que possible l'endettement inefficace du pays. Il ne s'agit pas juste d'engager des projets pour les engager, mais en passant aux générations futures, ne pas endetter le pays inutilement et miser sur des secteurs porteurs, parce que nous avons des priorités. Aujourd'hui, nous luttons contre le terrorisme, certes, mais nous avons aussi la bataille pour la sécurité alimentaire.
qui dit sécurité alimentaire parle d'agriculture, parle d'industrie agroalimentaire. Donc, ce sont des secteurs qui vont nous intéresser beaucoup, notamment l'industrie. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition et chef de l'État, accorde une grande importance à la transformation industrielle qui pourrait offrir des emplois à de nombreux jeunes burkinabés. Certains projets sont actuellement en cours de réalisation, tandis que d'autres sont encore en phase de conception. Cette session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi a permis d'adopter le programme de partenariat public-privé. Et à la lumière de la vision et des instructions du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le Conseil a analysé les différents projets pour retenir seulement ceux qui endettent moins le Burkina Faso, notamment les projets à paiement par les usagers. Selon M. Wanpanga Bruno Compaoré, directeur exécutif du Bureau national des grands projets, plus de 90,26% de ces projets ne plongent pas le Burkina Faso dans l'endettement. Sur 28 projets qui ont été prématurés, des projets mûrs, il s'agit essentiellement de 27 qui ont été validés. Le seul projet qui a été, disons, retiré pour redimensionnement, c'est le projet de Wessa. Sinon, le reste a été validé, donc 27 sur 28. Et parmi ces 27, il faut noter que les 23 essentiellement sont des projets à paiement par les usagers, ce qui dénote 90 à 26% de projets qui n'endettent pas forcément l'État, ce qui rentre en droite ligne avec la vision du chef de l'État et pour que des projets d'envergure de développement économique social puisse être déployé pour l'ensemble de la population. Il faut également savoir que l'adoption du programme de partenariat public-privé ouvre la voie des négociations avec les investisseurs, la conclusion des contrats et l'implémentation des projets pour le bonheur des Burkinabés. Après ce Burkina Faso, nous allons du côté du Tchad, le pays de son excellence Mahamat Maréchal, s'il vous plaît, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Au Tchad, le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique et Caraïbes, en sigle OEACP, a été reçu par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Isha Gozo, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek. Élu récemment à la tête de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en qualité de secrétaire général, M. Moussa Batraki a été reçu en audience au Palais Toumaï par le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. L'ancien ministre du Plan du Tchad a présenté au chef de l'État tchadien l'état des lieux de l'organisation et reçu en retour un soutien ferme et des orientations claires pour mener à bien son mandat. Regroupant 79 États membres, l'OEACP est un acteur clé dans la coopération avec l'Union européenne et dans la défense des intérêts communs de ses membres sur la scène internationale. J'ai eu l'honneur d'être reçu aujourd'hui par le maréchal du Tchad, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno. Comme vous le savez, il y a un mois, le Tchad a été choisi comme étant le candidat qui allait diriger l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, basé à Bruxelles, donc en Belgique. Je suis venu d'une part d'abord pour remercier le chef de l'État de m'avoir choisi comme étant le candidat du Tchad et ensuite lui faire le point sur les dossiers en cours au niveau de l'OEACP ainsi que les opportunités qui peuvent s'offrir pour le Tchad. Nous avons un mandat de 5 ans non renouvelable. C'est bien la première fois que le Tchad occupe ce poste au niveau de l'OEACP. Parmi les opportunités, comme vous le savez, l'OEACP fonctionne essentiellement avec l'Union européenne. Dans le cadre des réformes qui ont été envisagées par les chefs d'État, l'idée c'est de transformer le groupe ACP en une organisation. Et dans ces nouvelles dynamiques, la collaboration va aller au-delà de l'Union européenne et de toucher également d'autres institutions financières. Notre objectif, c'est de mobiliser des ressources stratégiques pour nos différents États membres. Comme vous le savez, il y en a 79, donc le défi est énorme, mais les opportunités existent et nous sommes là pour ça. Le président de la République du Tchad, chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a en retour réitéré le soutien indéfectible du Tchad à son compatriote et insisté sur la nécessité de porter haut la voix du Tchad et celle du continent et de promouvoir une diplomatie de développement ambitieuse et réaliste. Nous quittons le Tchad pour l'Ouzbékistan. Et à l'Ouzbékistan, l'honorable Adam
Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et maire de la grande commune de Yopougon, a pris part à la 150e assemblée et réunion connexe de l'UIP. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek. L'Union interparlementaire, en sigle UIP, tient sa 150e assemblée à Tashkent, en Ouzbékistan, où se rassemblent l'ensemble de ses organes statutaires, tels que le conseil directeur, les commissions permanentes, le comité des droits de l'homme et des parlementaires et le comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, ainsi que le forum des femmes parlementaires et le forum des jeunes parlementaires. Le débat général portera sur le thème de la 150e assemblée et réunion connexe de l'Union interparlementaire qui est l'action parlementaire en faveur du développement social et de la justice sociale. Cette rencontre des parlementaires du monde se tient à Tashkent en Ouzbékistan. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, qui est à la tête de la délégation ivoirienne, a partagé ses réflexions sur le rôle des parlementaires dans le progrès social. Nous, parlementaires, nous devons, à travers nos missions de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, être une force motrice pour une justice sociale afin de garantir aux générations actuelles et futures un monde juste et équitable. Nos institutions parlementaires doivent adopter des lois qui contribuent à la réduction du chômage des jeunes, à la lutte contre la discrimination et l'exclusion. C'est dans cette dynamique que s'inscrit mon pays, qui, sous l'impulsion de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a entrepris des réformes structurelles audacieuses pour réduire les inégalités et assurer à chaque Ivoirien un bien-être et un accès équitable aux opportunités économiques et sociales. Ce sont des facteurs tels que les conflits politiques, les crises énergétiques et le terrorisme qui engendrent l'insécurité et nuisent à la justice sociale et freinent le développement des États tout en affectant négativement la vie de tous les jours des populations. Face à ces observations, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne appelle à la fusion des forces. Renforcement du multilatéralisme et la solidarité internationale, et ce, par la contribution des États les plus riches en faveur de ceux avec moins de revenus ou en crise pour relever leur niveau. Par ailleurs, la coopération interparlementaire peut contribuer au développement social et à la justice sociale à travers le partage d'expériences et de bonnes pratiques. En marge de ces assises de l'UIP, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, a eu un entretien avec le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Vous avez fait le très bon choix de rester sur votre petit écran et de suivre ce programme qui vous donne l'information vraie. Je vous retrouve juste après un clin d'œil à notre partenaire officiel, l'UIL. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous rappelant qu'en suivant nos médias, vous saurez quand est-ce que sera fixée la diffusion du tout premier numéro d'Instants Spéciaux, consacré au docteur Marie-Madeleine Boranzo, président de l'Université internationale de Libreville, qui est une exception aujourd'hui, d'abord en Afrique centrale, en Afrique ouest et centrale, je dirais même en Afrique. Bâti sur 80 hectares, c'est l'UIL 1 et 2,
qui aujourd'hui offre véritablement ce qu'il faut à tous les parents, à tous les étudiants, à tous les enfants qui aimeraient rester sur notre continent, rester à côté des familles. Dans une émission Destins spéciaux, tout vous sera dit et tout vous sera démontré. Je vous retrouve juste après la réclame. Vous le savez maintenant, Destins spéciaux, premier numéro consacré au docteur Marie-Madeleine Boranzo et à l'Université internationale de Libreville. Nous quittons le Gabon dans cette information pour le Sénégal, le pays dirigé par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et au Sénégal se passent des choses qui font plaisir au peuple sénégalais et même aux Africains. Le Sénégal fête le 65e anniversaire de son indépendance en présence de son président, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Reportage Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek. Le Sénégal a célébré le vendredi 4 avril 2025 le 65e anniversaire de son indépendance, un événement marquant présidé par le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, chef suprême des armées. Accueilli à son arrivée par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, s'en est suivi l'exécution de l'hymne national et la revue des troupes à bord du Command Car. Cette commémoration, empreinte de symboles et de fierté nationale, s'est déroulée à Dakar, sur le boulevard Mamadou Dia, anciennement appelé boulevard Général de Gaulle, rebaptisé en l'honneur de l'ancien président du Conseil des ministres à l'aube de l'indépendance. Plusieurs autres chefs d'État ont pris part à cette célébration, notamment le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, président de la Gambie, Adama Barrow, ainsi que le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Kashim Shettima. La journée a été marquée par un grand défilé civil et militaire réunissant plus de 6000 participants qui ont défilé sous les yeux d'un public enthousiaste. Cet événement a mis en lumière la richesse culturelle et historique du Sénégal, avec la participation des délégations représentant les royaumes traditionnels, ainsi que les forces de défense et de sécurité, symbole de la résilience et de la souveraineté nationale. Le thème retenu pour cette édition est « Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées ». Thème qui reflète l'ambition du président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, de renforcer l'autonomie du Sénégal grâce notamment à des initiatives telles que la modernisation des capacités militaires. Dans son discours, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour l'excellente organisation du défilé, et a réaffirmé son engagement en faveur de l'unité nationale et de la coopération africaine. Nous venons de célébrer avec éclat le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays à travers une très belle et riche cérémonie marquée par un défilé impeccable. Dans cette grande et splendide avenue que j'ai baptisée récemment boulevard du président Mamadou Dia. Digne fils du Sénégal, Mamadou Dia fut président du Conseil des ministres du Sénégal à l'aube de notre indépendance, à qui revenait l'honneur mérité de prononcer le premier discours marquant le premier anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale que nous célébrons aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement nos hôtes de marque qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie, malgré leurs agendas chargés. Monsieur le Président et chers frères, Monsieur le Vice-président,
Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés. Vous êtes chez vous. Votre présence ici traduit notre attachement commun aux relations historiques d'amitié fraternelle, de parenté, de voisinage et de coopération conviviale entre nos pays. Comme le président Dia, le 4 avril 1961, je voudrais vous demander, chers hôtes, je cite, de bien vouloir accepter de vous faire les interprètes auprès des peuples et des gouvernements que vous représentez, de notre sympathie sincère et de notre profond désir de coopération pour bâtir cet univers de paix et de développement harmonieux, indispensable au bonheur des hommes et des peuples. Cette célébration, au-delà de son caractère festif, a également été l'occasion pour le Sénégal de réaffirmer son rôle prépondérant sur l'échiquier continental, d'honorer son passé et de se tourner résolument vers un avenir indépendant et prospère. Nous restons toujours au Sénégal, où aussi l'information bouge, comme d'ailleurs dans tous les pays d'Afrique. Mais sur CNN et CWeb Info, on s'est refusé totalement à donner des informations, soit pour faire sensation, soit pour faire du buzz. Ici, nous donnons des informations vraies. Au Sénégal, le lancement de la caravane Space Boss 2025 a été présidé par son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour CNN et CWeb Info, Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek. La cérémonie officielle du lancement de la caravane nationale Space Bus 2025 a été présidée par son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, à l'esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Sous le thème Le spatial, levier du développement durable, cette deuxième édition a rassemblé des membres du gouvernement, des partenaires institutionnels, techniques et financiers, ainsi que des étudiants et élèves d'établissements invités. Dans un discours empreint de vision et d'optimisme, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a souligné l'importance stratégique du secteur spatial pour le développement durable et l'avenir de la jeunesse sénégalaise. Toutes les initiatives visant à renforcer l'attractivité pour les sciences, la diversification des filières, la création d'outils pédagogiques adaptés, la promotion de la culture scientifique et la mise en place d'équipements adéquats. Nous sommes convaincus que ces démarches permettront d'aligner nos formations sur les besoins réels de notre économie et de donner ainsi à notre jeunesse les moyens de bâtir son avenir au Sénégal. Mesdames, Messieurs, le marché mondial du spatial devrait excéder 737 milliards de dollars dans la prochaine décennie. Au-delà de l'enjeu économique, le secteur spatial est hautement stratégique. Il représente une révolution après celle de l'industrie électronique et le numérique. En investissant dans le spatial, nous nous dotons d'outils pour mieux gérer nos ressources naturelles, renforcer la sécurité, accompagner la transition vers une agriculture et une pêche intelligente, développer la télémédecine, améliorer la prévision météorologique et l'étude du climat et encourager l'innovation et la création d'entreprises à fort contenu technologique. Conscient de ces enjeux, le gouvernement accompagnera fermement les travaux et les initiatives de l'ASES et du GICC pour que le Sénégal et toute l'Afrique bénéficient pleinement des opportunités qu'offre le spatial. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a également insisté sur l'enjeu économique du secteur spatial, dont le marché mondial devrait dépasser 737 milliards de dollars dans la prochaine décennie. Le spatial représente une quatrième révolution après l'industrie, l'électronique et le numérique. S'adressant directement aux étudiants et élèves présents, il a conclu par un message inspirant « Vous êtes la plus grande richesse du Sénégal. Votre enthousiasme, votre curiosité et votre créativité sont les moteurs d'un Sénégal souverain, juste et prospère. »
Nous quittons cette fois le Sénégal pour le Togo. Le Togo, ce pays présidé par son Excellence Faure Essossigma Gnassingbé, est un pays où l'actualité est brûlante et bouge énormément. Il fait partie des présidents, des chefs d'État africains qui jouent des médiateurs dans différents conflits ou pour amener simplement la sérénité en Afrique entre les États. Lui, c'est le président Faure Essossigma Gnassingbé. Et dans son pays, le Togo, son Excellence Faure Essossigma Gnassingbé a reçu Madame Tanja Fajon pour un partenariat. Reportage Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Essossigma Gnassingbé, a reçu en audience Madame Tanja Fajon, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de la Slovénie, le 9 avril 2025 en visite de travail au Togo pour le compte de l'Union européenne. Au cours de cet entretien avec le chef de l'État togolais, la coopération entre l'Union européenne et le Togo était au centre de ces entretiens, notamment dans les domaines sécuritaires, politiques et économiques, ainsi que les questions régionales. Je suis très reconnaissante envers son Excellence, le président du Togo, de nous avoir reçus et de nous avoir permis d'avoir une discussion longue et franche sur la situation du pays. Je suis ici en tant que représentante de l'Union européenne et nous avons échangé sur les opportunités permettant de renforcer notre partenariat dans les domaines sécuritaires, politiques et économiques. Nous avons aussi abordé les défis de sécurité régionale, la stabilité, ainsi que les projets humanitaires et de développement. Nous avons beaucoup discuté de la coopération entre le Togo et l'Union européenne en prévision du sommet qui aura lieu cette année. Le Togo joue un rôle très important. Nous avons aussi échangé sur les défis sécuritaires dans le nord du pays et sur la façon d'aider le Togo à faire face à ces défis sécuritaires ainsi qu'à la situation humanitaire. Le président de la République nous a expliqué en détail les défis relatifs à la coopération interne ainsi qu'avec les pays voisins. Et nous sommes convenus qu'il est très important de poursuivre notre partenariat, non seulement pour des raisons humanitaires et sécuritaires, mais aussi dans le cadre des projets de développement. J'ai eu l'occasion de visiter quelques très bons projets financés par l'Union européenne ici au Togo, tels que ceux liés à l'eau potable, aux lacs, aux routes et aux écoles. Ces projets améliorent réellement la vie des citoyens togolais. Mais d'abord, la sécurité est essentielle. Sans sécurité, aucun développement n'est possible. Nous avons tenu à rassurer les représentants togolais hier, notamment la première ministre et le gouvernement, sur le fait que nous souhaitons être des partenaires solides, engagés et travailler étroitement ensemble dans tous les domaines mentionnés précédemment. Pour rappel, les différentes interventions de l'Union européenne au Togo se font sur la base du document conjoint de programmation pluriannuelle DCP 2021-2027 qui s'aligne sur les objectifs de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. À travers ce document de partenariat, l'Union européenne appuie le Togo dans 3 domaines, à savoir le développement humain et l'inclusion socio-économique, les agro-industries durables, la gestion des ressources naturelles ainsi que la consolidation d'une société togolaise apaisée et résiliente. Après cette information sur le Togo, la diplomatie européenne, africaine, nous allons au Rwanda. Le Rwanda, ce pays réputé par moments pour certaines actions contre la RDC, mais c'est pas que ça au Rwanda. Le Rwanda est un pays frère, un pays africain, présidé par son Excellence, le chef de l'État Kagame. Au Rwanda, le développement de l'intelligence artificielle en Afrique est une évidence et une promotion que veut en faire le président Kagame. À cette occasion, il a invité son homologue togolais à Kigali et ce dernier a fait un étalage fort apprécié de ce Global All Summit on Africa. Reportage Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek.
Le président de la République du Togo, Son Excellence Faure Essosim Gnassingbé, invité d'honneur du sommet mondial de l'intelligence artificielle, Global AI Summit en Afrique, qui s'est tenu à Kigali au Rwanda, a exposé une vision dynamique et audacieuse pour le futur du numérique en Afrique. Il a préconisé une incorporation stratégique de l'intelligence artificielle dans des domaines clés du développement tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. En soulignant l'importance d'adapter ces technologies aux besoins prioritaires de l'Afrique, dans un cadre où la fracture technologique mondiale se fait de plus en plus remarquée, le chef de l'État togolais, Son Excellence Faure Essosim Gnassingbé, a mis en exergue la nécessité pressante d'établir une souveraineté numérique africaine reposant sur la protection des données, l'amélioration des infrastructures adéquates et l'implantation de normes stratégiques qui tiennent compte des réalités africaines. Ce sommet témoigne de notre volonté collective de ne pas laisser l'Afrique à la marge de la nouvelle révolution technologique qu'est l'intelligence artificielle. Dans un contexte international de plus en plus tendu, l'heure est au réalisme stratégique. Le monde dans lequel ce sommet a été conçu n'est déjà plus tout à fait le monde d'aujourd'hui. La géopolitique mondiale se tend, les relations internationales sont traversées par une nouvelle forme de confrontation, de protectionnisme technologique et même de méfiance. Ce n'est, hélas pas, une époque de coopération ni de bienveillance. Et nous devons en tirer les leçons. Dans ce contexte, il serait imprudent pour notre continent de fonder ses espoirs sur la seule bonne volonté et la générosité de nos partenaires. L'intelligence artificielle ne fera pas exception. Nous devons avoir une approche sélective, stratégique et adaptée aux capacités réelles de notre continent. L'Afrique ne pourra pas rivaliser avec les grandes puissances sur l'ensemble du spectre des innovations de l'IA. Cela n'est pas souhaitable non plus, car nos ressources sont limitées, notre avance technologique modeste. Avoir de l'ambition pour l'IA en Afrique, ce n'est pas essayer de tout faire, mais bien choisir ce que l'on fait. Nous devons identifier les domaines dans lesquels nos besoins sont les plus urgents, nos faiblesses sont les plus structurelles, mais aussi les domaines dans lesquels nos atouts sont les plus différenciants, nos réserves sont les plus stratégiques, nos efforts peuvent produire un effet de levier maximal. Je pense ici à 2 ou 3 secteurs clés de nos stratégies de développement: la santé, l'éducation et l'agriculture. C'est là que, pour moi, les promesses de l'intelligence artificielle rencontrent nos réalités les plus concrètes. Sur ces sujets, je suis convaincu que l'Afrique peut devenir un terrain d'innovation pour elle-même et pour le monde. Pour concrétiser cette vision, le président togolais, Son Excellence Faure Essosim Gnassingbé, place sa confiance en la jeunesse africaine, qu'il perçoit comme un véritable vecteur de changement grâce à son dynamisme, sa créativité et son potentiel démographique remarquable. Il encourage à valoriser le potentiel humain de l'Afrique en capitalisant sur les richesses naturelles, culturelles et économiques. L'Afrique a des ressources précieuses pour le développement de l'intelligence artificielle. Une jeunesse nombreuse et dynamique, des données génomiques, culturelles et linguistiques d'une diversité exceptionnelle et des ressources naturelles critiques et rares. Ces atouts vont être naturellement convoités. Nous devons donc les protéger et les mettre en valeur. Nos données doivent être mieux collectées, structurées, valorisées et protégées. Les données africaines doivent donc contribuer à l'entraînement des modèles globaux tout en échappant à l'exploitation gratuite. Notre jeunesse doit bénéficier d'investissements massifs dans la formation afin de pouvoir accéder au marché du travail mondial qui évolue rapidement. Nos ressources naturelles seront nécessaires dans les prochaines décennies pour construire, alimenter ou refroidir les infrastructures de l'intelligence artificielle de l'ensemble de la planète. L'Afrique ne doit pas céder ses minéraux rares, son eau, son vent, son espace foncier et son soleil sans bénéfice équitable. Pour toutes ces raisons, nous devons construire une souveraineté numérique réaliste et ciblée. L'Afrique ne doit pas rester dépendante des plateformes étrangères.
Il faut construire notre souveraineté numérique. Celle-ci doit reposer sur 3 piliers: nos données, nos infrastructures et nos normes. Nous devons aussi plaider pour un cadre international équitable et exiger une place dans les enceintes de gouvernance mondiale. L'équité sera une condition essentielle d'une intelligence artificielle au service de tous en Afrique. Nous savons par expérience que les innovations en Afrique peuvent être spectaculaires pour quelques-uns, mais invisibles pour la majorité. Il y a un risque que l'intelligence artificielle ne bénéficie qu'à une minorité urbaine, connectée et éduquée. Ce serait une erreur fatale et un échec moral. L'intelligence artificielle doit aussi bénéficier aux travailleurs informels, aux zones rurales comme aux jeunes sans accès direct à la technologie. Cela suppose des formations ciblées, des investissements dans la connectivité et des solutions pensées pour les réalités locales. L'intelligence artificielle est la prochaine grande révolution. Elle peut être pour nous un levier d'indépendance, de transformation et d'unité. Mais il est temps d'être réaliste. Il est temps d'être stratège. Il ne s'agit pas de tout faire, mais de bien choisir. Choisir quelques domaines précis dans lesquels l'Afrique peut développer un avantage comparatif, comme la santé, l'agriculture, l'éducation. Choisir des usages qui répondent aux besoins de la majorité de nos populations et non d'une élite technologique. Choisir des modèles d'intelligence artificielle qui conviennent aux réalités du continent, plus sobres en consommation d'énergie, plus ouverts et accessibles. Et surtout choisir de protéger ce que nous avons de plus précieux, notre jeunesse, nos ressources naturelles et nos données. Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, hôte du sommet, a exprimé sa satisfaction quant à la présence du président togolais Son Excellence Faure Essozima Gnassingbé à cette rencontre déterminante pour l'avenir technologique de l'Afrique. Dans ce contexte, le président Paul Kagame a appelé ses pairs africains à unir leurs efforts pour redéfinir la position de l'Afrique dans la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. On va quitter le Rwanda tout en restant en Afrique centrale pour parler du Congo. Le Congo du président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, président de la République congolaise. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, en séjour aux Émirats arabes unis, a été reçu à Abu Dhabi par son homologue émirati, le prince Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Reportage Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Eric Bikek. Les relations entre le Congo et les Émirats arabes unis sont prolifiques, caractérisées par des échanges constants entre les deux chefs d'État sur des sujets d'intérêt commun. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a été reçu le mardi 8 avril 2025 au palais de bord de mer à Abu Dhabi par son homologue émirati, le président Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Son Excellence Denis Sassou Nguesso est à Abu Dhabi pour participer au Forum mondial des investissements. Des échanges cordiaux qui instaurent une dynamique de réciprocité entre les deux nations pour une coopération mutuellement avantageuse. Les échanges entre les deux chefs d'État contribuent à renforcer les relations établies en 2017, qui reposent sur plusieurs accords qui jusqu'ici s'exécutent sans souci. C'est ainsi qu'au terme des échanges, le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et le prince Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président de la Fédération des Émirats arabes unis, ont pris part à la signature de l'accord global de partenariat économique entre la République du Congo et les Émirats arabes unis. L'accord a été signé du côté émirati par le ministre du Commerce extérieur et du côté congolais par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public de la République du Congo. Un accord qui jette les bases d'une relation bilatérale renouvelée, dynamique, stratégique et mutuellement bénéfique. Cet accord prévoit l'instauration d'une zone de libre-échange entre nos deux pays
et l'identification d'un certain nombre de prioritaires, parmi lesquels les secteurs des industries extractives, le transport et la logistique, l'agriculture, le tourisme, ou encore l'économie digitale. Voilà à peu près les secteurs qui sont concernés par cet accord que nous allons maintenant nous employer non seulement à faire ratifier, mais ensuite à opérationnaliser. Il est à noter que cet accord global de partenariat économique a été signé le mardi 8 avril 2025 à Abu Dhabi. Il vient compléter le cadre juridique de la coopération entre les Émirats arabes unis et le Congo, tel que celui de la concession pour la gestion et l'exploitation du terminal polyvalent du port de Pointe-Noire au Congo, ainsi que celui de l'obtention des visas pour les détenteurs du passeport diplomatique et de service. Après le Congo, nous allons simplement boucler ce programme tout en vous rappelant de rester focalisé sur votre chaîne de télévision, celle sur laquelle vous y êtes. À savoir CNN, disponible sur des bouquets, numéricable, créoligne, et sur l'application cnntv.ci. Et aussi sur CWeb Info, qui est disponible sur www.cwebinfo.net. Et regardez votre programme qui vous donne ainsi de l'information vraie avec notre partenaire officiel. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Constieka. Au revoir.